Le FBI est l'organisme de l'application de la loi le plus sophistiqué au monde, qui poursuit les criminels les plus dangereux. Quand une femme d'une grande beauté est tuée devant ses enfants, rien sur le lieu du crime ne nous a mis la puce à l'oreille quant à un suspect possible. le FBI se mobilise. Les forces de l'ordre n'ont exclu personne comme suspect dans le meurtre de Sheila. Il ne voulait qu'une chose, détruire Sheila, sur les plans émotifs et physiques. Enquête. FBI. Le 7 novembre 1997. Après l'école, Stevie Bellish, 13 ans, rentre à la maison. Elle a une grande nouvelle à apprendre à sa mère. Elle avait très hâte de parler à sa mère d'un garçon qui était censé l'inviter à sortir. Elle était prête à attendre son appel toute la fin de semaine. Mais dès qu'elle passe la porte, Stevie a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Ses 4 frères et sœurs, des quadruplés âgés de 23 mois, sont seuls dans l'entrée, en pleurs. Ils avaient du sang sur les cheveux. Certains en avaient même sur le corps. Les bébés n'ont aucun mal, mais Stevie est inquiète. Leur mère, Sheila Bellish, 35 ans, ne les aurait jamais laissés seuls à la maison. Stevie court dans toute la maison en appelant sa mère. Elle traverse la cuisine et la trouve dans la pièce voisine, étendue dans une grande mare de sang. Il y avait tellement de sang dans ses cheveux. Je crois que Stevie ne s'est pas tout de suite rendu compte qu'il s'agissait de sa mère. En état de choc, Stevie appelle le 911. La répartitrice dépêche immédiatement une ambulance et la police à la maison des Bellish. Puis, elle tente d'obtenir plus d'informations auprès de Stevie. Les ambulanciers et les enquêteurs arrivent. Ils confirment que Sheila est morte depuis plusieurs heures. On conduit Stevie et les enfants à l'ambulance pendant que les autorités tentent de joindre le mari de Sheila, Jamie Bellish, un vendeur de produits pharmaceutiques. Lisa Lanham est une des premières à entrer dans la maison. Technicienne en scène de crime depuis seulement 3 ans, ce qu'elle voit la bouleverse. Ce que j'ai vu sur le lieu du crime, aucun humain ne devrait en être témoin. Encore moins des enfants. Les petites traces de pieds dans le sang autour du corps de Sheila indiquent que les 4 enfants ont été témoins du meurtre de leur mère. Mais comme ils n'ont que 23 mois, ils sont incapables de dire aux enquêteurs ce qui s'est passé. Lanham suit une traînée de sang du corps de Sheila à la lingerie, où, semble-t-il,
l'effroyable attaque a éclaté. Le couteau reposait sur le plancher. Il y avait un trou de balle dans le mur de la lingerie. Après avoir terminé le traitement des preuves latentes, on a découvert une empreinte digitale à l'intérieur de la sécheuse. L'empreinte n'est pas imprégnée de sang, et il n'y a pas moyen de savoir si elle se rapporte au crime. Chris Iorio, un enquêteur pour le bureau du shérif de Sarasota depuis 11 ans, fouille minutieusement le reste de la maison et découvre une douille de balles. Elle provient d'un pistolet de calibre 45 avec lequel on a tiré sur Sheila en plein visage. La balle a pénétré dans le haut de la joue pour ressortir à la base du cou, puis a traversé le mur entre la salle à dîner et la chambre à coucher, a fracassé un miroir et s'est finalement logé dans le mur de la chambre où on l'a trouvé. Le tueur n'a pas tiré de deuxième balle et les enquêteurs croient savoir pourquoi. Juste à l'extérieur de la porte qui mène de la salle de lavage au garage, ils trouvent un linge blanc taché de sang et d'une légère brûlure de forme ronde. L'assassin en a enveloppé son arme, un pistolet semi-automatique en guise de silencieux. Mais lorsque le chargeur s'est ouvert, le linge est resté coincé à l'intérieur de l'arme, qui est alors devenu inutilisable. L'agresseur a ensuite empoigné un couteau dans la cuisine, à moins d'1 mètre de lui. L'analyse des éclaboussures de sang, les coupures et les ecchymoses sur les bras et les mains de Sheila, des lésions défensives, indique que Sheila s'est relevée pour se défendre. L'enquêteur Iorio, lui-même père de famille, est persuadé que Sheila ne s'est pas débattue uniquement pour sa vie à elle. Elle pensait aussi à protéger ses enfants. Je crois que son instinct maternel a pris le dessus et lui a donné la force de se défendre car, en général, quand quelqu'un est atteint d'une balle de calibre 45 en plein visage, il ne se relève pas. L'agresseur a ensuite tranché la gorge de Sheila à 2 reprises. Il n'a pas atteint les artères, mais lui a sectionné 2 veines. Il a enfin pris la fuite pendant qu'elle agonisait. Mais Sheila était toujours consciente et luttait pour sa survie. Elle s'est traînée sur une distance de 4,5 mètres jusqu'au comptoir de la cuisine pour atteindre le téléphone. Elle a réussi à soulever le combiné juste avant de s'effondrer. Puis elle s'est vidée de son sang. J'espère seulement que les enfants étaient assez jeunes pour ne pas se rappeler ce qu'ils ont vu dans cette maison. Les enquêteurs savent comment Sheila a été tuée, mais ils ignorent pourquoi. Mère à la maison auprès des 4 bébés et de 2 filles aînées issues d'un premier mariage, Sheila habitait ce quartier de la classe moyenne à Sarasota depuis seulement 6 semaines. Les policiers se demandent si elle n'a pas été la victime d'un cambriolage à domicile. En examinant l'extérieur de la résidence, on n'a trouvé aucun signe d'entrée par effraction, ni vitre brisée, ni marque laissée en essayant de forcer une fenêtre, une porte ou une serrure. Il paraît invraisemblable que Sheila ait laissé entrer un étranger chez elle. Connaissait-elle son assassin? Ce dernier connaissait-il l'intérieur de la maison? Pour répondre à ces questions, la police fera appel au FBI. Pour l'agent spécial Michael Appleby, trouver l'assassin de Sheila deviendra une mission personnelle. J'ai été agent du FBI pendant plus de 30 ans. Au cours de ma carrière, je n'ai jamais été en colère contre quiconque sur qui j'ai enquêté, parce que je ne faisais que mon boulot. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment
mais vraiment mis en colère. Mais capturer le tueur, un cerveau criminel puissant et trompeur, se révélera quasi impossible. En novembre 1997, Sheila Bellish, 35 ans, est retrouvée assassinée dans sa maison. Les preuves indiquent que l'attaque d'une grande violence s'est produite devant ses quadruplés de 23 mois. C'est un crime épouvantable. Au moment de sa mort, Sheila pesait un peu plus de 45 kilos. Mais de toute évidence, elle s'est débattue farouchement. Comme il n'y a aucun signe d'entrée par effraction, les policiers au bureau du shérif du comté de Sarasota se demandent si Sheila connaissait son agresseur. Selon les statistiques du FBI, 2 tiers des crimes violents contre les femmes sont commis par une connaissance de la victime. Les forces de l'ordre de Sarasota n'ont exclu personne comme suspect dans le meurtre de Sheila. Ils ont dû faire preuve d'une grande objectivité, ce qui veut dire qu'ils examinent d'abord les gens qui étaient le plus proches d'elle. Les enquêteurs se tournent vers les proches de Sheila. Il parle à son bon ami, Carl Glenn. Sheila était le genre de personne qu'on n'oublie pas. Elle était belle, intelligente, elle était croyante. Je crois qu'elle avait reçu une éducation stricte. Fille d'un pilote de l'armée de l'air, Sheila Leigh Walsh était très jeune lorsqu'elle a perdu son père. Il a été tué alors qu'il survolait le Nord-Vietnam. Il était son héros. La mère de Sheila s'est remariée et a déménagé dans l'Oregon. Mais la famille allait être victime d'une autre tragédie. Sheila avait un frère dont elle était très proche et il s'est suicidé. Sheila était déterminée à aller à l'université et à réussir dans la vie. Après ses études secondaires, elle a commencé à travailler comme secrétaire pour un cabinet d'avocats de Salem, dans l'Oregon, afin de faire des économies. C'est là qu'elle a rencontré l'homme de ses rêves, un client du cabinet. Alan Blackthorne. C'était un bel homme athlétique. Sur presque toutes les photos de lui que j'ai vues, il était bronzé. Je crois qu'elle cherchait un homme qui ferait figure de père. Alan était plus vieux qu'elle. C'était un homme d'affaires accompli. Il avait beaucoup de personnalité. Ça a été le coup de foudre. Ils se sont fiancés après être sortis ensemble 3 fois et se sont mariés 3 mois plus tard, en 1983. Au cours des années suivantes, ils ont eu 2 filles, Stevie et Daryl. Alan a lancé une entreprise de dispositifs médicaux et est vite devenu multimillionnaire. Mais Sheila et Alan se disputaient tout le temps. Ils ont obtenu le divorce en 1987. Elle vivait un stress énorme. Alan avait de l'argent, des avocats. Elle se démenait pour conserver un emploi à temps plein avec beaucoup de responsabilités. Elle élevait les enfants avec un revenu limité. C'était difficile. En 1992, la chance a semblé lui sourire. Durant un vol intérieur, elle a rencontré Jamie Bellish, un vendeur de produits pharmaceutiques. Ils se sont mariés l'année suivante. Ancien Marine, Jamie se montrait souvent sévère à l'endroit des filles de Sheila, ce qui la gênait. Il était très strict. Ça, je peux vous le dire. Il imposait la discipline. Ça semblait rendre Sheila un peu nerveuse.
Jamie était un dur, mais les Marines sont censés l'être. Jamie et Sheila souhaitaient avoir d'autres enfants. Suite à une procédure de fécondation in vitro, ils ont été surpris d'apprendre que Sheila était enceinte de quadruplés. Les médias locaux ont couvert la naissance. 3 fils et une fille. Naissance. 3 fils et une fille. Elle a reçu beaucoup d'attention à San Antonio. Probablement plus que la famille n'en voulait. On ne les laissait jamais tranquilles, mais Sheila et Jamie adoraient leur bébé. Sheila a choisi de rester à la maison pour s'occuper des 4 bébés. Peu de temps après, Jamie a accepté une promotion. Et Sheila, les 6 enfants et lui sont déménagés à Sarasota, en Floride. 2 mois plus tard, on assassine Sheila. Quand, en examinant les finances de Jamie, les enquêteurs découvrent qu'il a contracté une assurance vie au nom de Sheila, ils se demandent si ça ne constituerait pas un mobile de meurtre. Jamie Billish est la première personne sur qui on s'est penché. On a vérifié où il était ce jour-là. Ça s'est déjà vu, des gens qui tuent leur conjoint pour récolter l'argent de l'assurance. Les enquêteurs interrogent Jamie, qui a un alibi partiel. Il avait plusieurs rendez-vous de vente. Et on savait où il se trouvait à l'heure du lunch, grâce à des reçus et à des témoins qui en ont attesté. Pendant l'interrogatoire, Jamie tourne l'attention des enquêteurs vers un autre suspect possible. Un homme qui s'était occupé de l'entretien de leur piscine. Il nous avait donné le nom d'au moins une personne d'intérêt. Cet homme avait dit quelque chose à Sheila ou à Sheila et Jamie qui les rendait mal à l'aise en sa présence. Alors Jamie nous avait conseillé d'aller lui parler. Même si aucun indice physique n'a été découvert sur le lieu du crime, les enquêteurs demandent à l'homme de leur fournir des cheveux, des échantillons d'ADN et de sang. Il accepte et est vite rayé de la liste des suspects. Il reste une personne que les enquêteurs souhaitent interroger. Le premier mari de Sheila, Alan Blackthorne. Le litige associé à leur divorce avait duré plusieurs années. Aurait-il eu des raisons de la tuer? On a confirmé qu'il était à San Antonio au moment du meurtre. Alors on savait qu'il n'avait pas pu tirer sur elle. Ayant éliminé 3 suspects potentiels, les enquêteurs se retrouvent à la case départ. Ils se mettent à frapper aux portes pour demander aux voisins s'ils ont vu quelque chose d'inhabituel le jour du meurtre. Effectivement, quelqu'un fournira une piste qui pourrait bien mener à la résolution de l'affaire. Les médias de San Antonio avaient parlé de Sheila Bellish en 1995 après la naissance de ses quadruplés. Moins de 2 ans plus tard, elle fait de nouveau les manchettes. Elle a été assassinée devant ses jeunes enfants. Les enquêteurs se mettent à questionner les voisins et des ouvriers du coin dans l'espoir que quelqu'un ait remarqué quelque chose d'inhabituel. Ils tombent enfin sur une piste. Jake Mast, un jardinier, se rappelle avoir vu un véhicule suspect. Je tondais la pelouse d'un client. J'envoie toujours la main aux gens pour être sympathique avec d'éventuels clients. Je me rappelle que quand il est passé en voiture, ce type-là ne m'a pas salué. Un peu plus tard, Mast aperçoit de nouveau la voiture, une Mitsubishi Eclipse, garée à proximité. Il remarque que le conducteur porte un pantalon de camouflage. Ça m'a frappé tout d'un coup. Ce type-là n'était pas à sa place. Quelque chose clochait chez lui. Je me souviens de façon très nette. J'avais peur de regarder la voiture.
Mais j'ai mémorisé le numéro de la plaque d'immatriculation. Je m'en souviens parce que j'ai fait une phrase avec Youp, Bob, racole 62 gonzesses. Jake a un frère qui s'appelle Bob, et il semble que Bob était un tombeur. C'est comme ça qu'il s'est rappelé du numéro de la plaque d'immatriculation. Quand on l'a interrogé après le meurtre de Sheila, il a récité sa phrase aux enquêteurs. Mast ne se rappelle pas de quel état provenait la plaque, mais il avise les autorités que le fond était blanc. Les enquêteurs effectuent un contrôle du numéro de plaque auprès du département des véhicules automobiles de la Floride. On a commencé par la Floride, mais on n'a rien trouvé. Sachant que les Bellish sont déménagés du Texas 6 semaines plus tôt, les enquêteurs de la Floride transmettent le numéro de plaque à une agence de police d'État du Texas, les Rangers. Cette fois, ils tapent dans le mille. Le numéro de plaque correspond à une Mitsubishi Eclipse blanche, la même marque et le même modèle de voiture aperçu près du lieu du crime. Le conducteur est Joey Del Toro, 23 ans. Un petit criminel condamné suite à une infraction mineure en matière de stupéfiants. Del Toro était un playboy, mais au fond, il n'avait pas l'air d'être un mauvais type. Tous ceux à qui on a parlé affirmaient qu'il carburait à la cocaïne, mais c'était un athlète. Il était juste un peu paresseux. Les autorités du Texas font parvenir les empreintes prélevées lors de sa dernière arrestation au laboratoire judiciaire de la Floride aux fins de comparaison. Mais après une enquête approfondie sur Del Toro, les agents sont perplexes. Il n'y a aucun lien entre lui et Sheila Bellish. Les policiers recherchent Del Toro à San Antonio. Ils trouvent sa Mitsubishi garée devant l'immeuble à appartement d'un de ses amis. Ils obtiennent un mandat pour effectuer une fouille et sont stupéfaits par leur découverte. La voiture renfermait une mine de preuves compromettantes, désignant Joey Del Toro comme l'agresseur et le meurtrier de Sheila Bellish. Il y avait entre autres une carte indiquant la route pour se rendre chez Sheila Bellish. Les vêtements de camouflage, mais surtout l'arme présumée du meurtre. Un pistolet de calibre 45. Les éléments de preuve sont acheminés au département de l'application de la loi de la Floride pour analyse. Le service de balistique prouve que la balle trouvée sur le lieu du crime provient du pistolet. Du sang trouvé sur le pantalon de camouflage renferme l'ADN de Sheila. Et l'empreinte prélevée sur la détente correspond à celle prélevée lors d'une arrestation antérieure de Del Toro, ainsi qu'à celle trouvée dans la sécheuse sur le lieu du crime. Les enquêteurs croient avoir trouvé le tueur, mais ils n'ont toujours aucune idée du mobile derrière le meurtre. Il a roulé pendant quelques jours depuis l'État du Texas dans le seul but de tuer Sheila Bellish, une femme qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Il n'y avait aucune relation entre lui et Sheila. Alors une question demeurait, pourquoi? Avant de trouver la réponse, les enquêteurs sont avisés que le suspect a quitté le pays. Joey avait été informé qu'il était soupçonné du meurtre. Alors il a fui au Mexique. Le meurtrier de Sheila Bellish leur a filé entre les doigts. Dans l'espoir que les autorités mexicaines arrêteront Del Toro pour l'extrader vers les États-Unis, les enquêteurs continuent d'accumuler des preuves contre Del Toro. L'affaire se corse alors qu'un autre suspect clé est identifié. Quand on était à la recherche de Del Toro, tout le monde nous disait que pour le trouver, il fallait passer par son cousin, Sammy Gonzalez. Sammy Gonzalez, 27 ans, travaille à temps partiel à la boutique d'un club de golf de San Antonio, au Texas. Gonzalez, avant que la police ait à sa recherche, et surprend les autorités
en se rendant au poste des Rangers. Les autorités le confrontent par rapport aux preuves découvertes dans la voiture de son cousin. Au départ, Sammy Gonzalez a menti, comme tout le monde le fait toujours. Mais rapidement, il a flanché. Et il a commencé petit à petit à nous donner des renseignements. Gonzalez finit par révéler que la tête de Sheila Bellush avait été mise à prix et qu'on l'avait tuée pour de l'argent. Selon Gonzalez, un troisième suspect avait organisé le coup. Sammy Gonzalez a décrit les circonstances dans lesquelles un individu nommé Danny Rocha l'avait approché, poché. Danny Rocha, un preneur de paris au terrain de golf, avait montré à Gonzalez une photo de Sheila Bellush prise lors de l'anniversaire de l'une de ses filles. Il prétendait que Sheila était une mère indigne et méritait d'être punie. Dérangé par l'idée d'attaquer une femme, Gonzalez a recruté son cousin, Joey Del Toro, pour la tabasser. Au fur et à mesure qu'il conspirait, Danny Rocha a laissé entendre que ça lui était égal qu'elle soit battue ou tuée. Et les choses ont dégénéré, d'un passage à tabac à un possible meurtre. Rocha a remis la photo de Sheila à Del Toro, ainsi que les indications routières pour se rendre chez elle, et lui a promis 10 000 $. Les enquêteurs connaissent un peu mieux les circonstances entourant la mort de Sheila, mais ils voudraient capturer le tueur à gages, Joey Del Toro. Sans l'extradition depuis le Mexique de Joey Del Toro, les chances de juger les responsables du meurtre de Sheila Bellush étaient minces. Il fallait relier les preuves entre elles. Bien vite, les autorités mexicaines arrêtent Del Toro, mais ils hésitent à l'extrader parce qu'il serait éligible à la peine de mort. Les autorités locales ont besoin d'un organisme ayant plus d'influence et se tournent vers le FBI. C'est à ce moment qu'on a décidé que le meilleur moyen de poursuivre les conspirateurs du meurtre de Sheila Bellush serait de le faire en vertu du système fédéral. Le FBI met la pression sur la police mexicaine qui finit par extrader Del Toro vers les États-Unis. Del Toro avoue avoir tué Sheila Bellush. Et il dévoile une information troublante. Quelqu'un d'autre est impliqué dans ce complot. Quelqu'un qui donne des ordres à Danny Rocha. Et Del Toro a peur du cerveau de la bande. I was debating whether or not to do it, you know. In my mind was, this man who ordered this obviously is a means, and if this does not get done, and if I don't do it, then something might happen to me, or maybe even to my family because of this guy. I'm not justifying the fact that I did what I did, but that did play a role in it. Désormais, la grande question est, qui est cet homme mystérieux derrière la conspiration? Qui a ordonné le meurtre de Sheila Bellush? Dix jours après la mort de Sheila Bellush, les enquêteurs de la Floride et du Texas ont appris qu'un individu mystérieux se trouve derrière ce meurtre. Ils découvrent son identité au moment où ils comprennent ce qui a motivé Danny Rocha à orchestrer le bain de sang. On a déduit que Danny Rocha avait accepté de participer à ce complot parce qu'à l'époque, il tentait d'obtenir du financement pour un bar sportif qu'il aurait géré. Et le financement devait venir d'Alan Blackthorne. Alan Blackthorne, l'ex-mari de Sheila. À première vue, Blackthorne semble irréprochable. Homme d'affaires accompli dont la fortune s'élève à 40 millions de $, membre d'un club de loisirs local, marié, père de 2 garçons. Mais en interrogeant sa famille et ses amis,
Les enquêteurs découvrent que Blackthorne mène une vie parallèle à l'insu de tout le monde. Avec sa personnalité, il arrivait à désarmer tout le monde. Mais on finit par réaliser que cet homme s'adonnait à des trucs plus qu'étranges. Né Alan William Van Hoot, Alan prétend avoir vécu une enfance difficile. Alan a affirmé à plusieurs reprises avoir été victime de violences dans sa jeunesse. Sa mère aurait mis le feu à son corps. Je n'ai vu aucune preuve tangible de violence à son endroit. En 1973, âgé de 17 ans, Alan se marie pour la première fois et joint les rangs de l'armée. 2 engagements de courte durée. Sa femme lui a annoncé qu'elle était enceinte. Et il l'a frappée à coups de pied. Croyant que le fœtus avait subi des dommages physiques, et il s'est fait avorter. Craignant pour sa vie, sa femme a obtenu le divorce en 1978 et s'est tenue cachée. Le deuxième mariage d'Alan a pris fin après 3 ans, toujours suite à des allégations de violence. Il était d'ailleurs au bureau de son avocat en droit matrimonial lorsqu'il a rencontré Sheila. Je pense qu'Alan la considérait comme une femme trophée parce qu'elle était belle, intelligente, elle était très bien de sa personne. Alan ment à Sheila. Il lui dit qu'il n'a été marié qu'une fois. Son éloquence, sa personnalité, son allure, son succès apparent en affaires, ça suscitait l'admiration de Sheila. Elle a été séduite. Mais elle a vite compris qu'elle avait commis une très grave erreur et qu'elle ne connaissait pas l'homme qu'elle avait marié. Peu de temps après, Alan a changé son nom de famille de Van Hoot à Blackthorne. C'est un nom qui vient du roman Shogun. Le personnage principal se nomme John Blackthorne. Et Alan Blackthorne utilisait plusieurs numéros de sécurité sociale dans le cadre de ses activités commerciales. Ses affaires prospéraient. Alan et Sheila semblaient mener une vie de rêve. Alan aimait mener la grande vie. Mais Sheila a dû payer pour tous les mauvais quarts d'heure qu'il lui a fait passer. Entre autres choses, Alan avait un faible pour les prostituées. Plusieurs personnes ont dit qu'Alan avait un penchant pour les prostituées et qu'il en ramenait souvent à la maison. Il obligeait Sheila à les regarder. Elle m'a aussi dit qu'il ramenait parfois des hommes et qu'il la forçait à coucher avec eux. Des choses du genre. Blackthorne aimait aussi jouer à se travestir. Il enfilait une robe de petite bergère et se faisait conduire loin de la maison. Il finissait toujours par rentrer dans un état de confusion. Les vêtements en désordre, sales. Il voulait qu'on lui donne un bain. Pour lui, c'était une espèce de rituel sexuel. Sheila vivait secrètement un véritable enfer et Alan contrôlait chacun de ses gestes. Elle était victime de violences psychologiques. Elle était parfois privée de nourriture parce qu'il se mettait en colère quand elle gagnait 1 kilo. Il voulait une femme parfaite. En 1986, l'entreprise d'Alan a eu des ennuis avec la Food and Drug Administration. La famille est déménagée à San Antonio, au Texas, où on ignorait tout de son passé tordu. Quelques années plus tard, sa fortune avait plus que triplé. Sheila ne pouvait plus supporter cette union. En 1987, elle a demandé le divorce et s'est battue pour obtenir la garde de leurs 2 filles. Le litige s'est poursuivi sur une période de plus de 10 ans. Après la demande de divorce, quand il a compris qu'il ne pourrait plus contrôler sa femme, il a cherché à lui nuire à travers les filles. On aurait dit qu'il ne voulait qu'une chose, détruire Sheila sur les plans émotifs et physiques.
Alan a pris sa retraite à l'âge de 44 ans et le golf est devenu une obsession. Il a perdu une petite fortune aux mains de preneurs de paris comme Danny Rocha. Alan passait pour une poire sur le terrain de golf. Plusieurs golfeurs de la région de San Antonio détroussaient régulièrement Alan de plusieurs milliers de dollars. Alan croyait posséder tout ce qu'il désirait, sauf le contrôle de son ex-femme. Après le mariage de Sheila à Jamie Bellush et la naissance des quadruplés, il a contraint ses filles à se tourner contre leur mère, affirmant devant la cour qu'elle les maltraitait. Quand elles se cognaient un orteil ou des trucs du genre, il prétendait que Sheila les avait frappées. Comme toute personnalité sociopathique, Alan Blackthorne était manipulateur. Il a manipulé ses filles à plusieurs reprises à l'encontre de Sheila. Il a manipulé Sheila. Il a manipulé les forces de l'ordre en leur faisant croire que Sheila maltraitait ses enfants. C'était de la pure fiction. Alan a continué de se battre pour la garde des enfants. Mais à l'été de 1997, il a abdiqué, prétextant que le litige nuisait à leur fille. Mais selon les amis de Sheila, cette dernière croyait que son ex-mari mijotait quelque chose. En plein milieu de la nuit, la famille Bellush s'est enfuie à Sarasota, en Floride. Elle m'a dit, on doit partir et je ne peux pas te dire où on va. Je sentais qu'elle savait qu'un drame se préparait. Blackthorne n'avait aucunement l'intention de laisser Sheila s'en tirer. Au club de golf, il a approché Danny Rocha qui, à son tour, a fait appel à Sammy Gonzalez. Danny Rocha lui a dit qu'il connaissait un type qui voulait faire tabasser sa femme. Sammy a répondu que ça pourrait l'intéresser. Rocha a ajouté que le type avait beaucoup d'argent, que sa femme avait la garde de leurs enfants, mais qu'elle les battait. Sammy a fini par dire qu'il n'était pas le genre d'homme à frapper une femme, mais qu'il connaissait quelqu'un qui accepterait sûrement. Sammy a donc recruté Joey Del Toro, à qui on a offert de l'argent pour tabasser Sheila Bellush. Alan Blackthorne refusait de lâcher prise. C'est clair qu'il n'avait pas l'habitude de perdre, et dans ce cas-ci, il refusait de perdre. Janvier 2000, plus de 2 ans après le meurtre brutal de Sheila Bellush devant ses jeunes enfants. Les autorités ont enquêté sur l'ex-mari de Sheila, Alan Blackthorne, et sont convaincus qu'il a payé un preneur de paris, Danny Rocha, pour orchestrer le meurtre. Un après l'autre, les hommes impliqués dans le complot font face au juge. Sammy Gonzalez plaide coupable pour avoir coordonné le meurtre. Il est condamné à 17 ans de prison. Mais Danny Rocha, le joueur invétéré, refuse de parler. Il est persuadé que les arguments du procureur ne tiendront pas la route. On ne voulait pas briser la chaîne qui nous mènerait à Blackthorne, mais Danny Rocha nous a donné du fil à retordre. Il refusait de compromettre Blackthorne. Tout s'arrêtait à lui. Mais le jury de Sarasota a condamné Danny Rocha à la prison à vie. Joey Del Toro, le tueur à gages, attend son procès. Tous les gens impliqués dans le meurtre sont derrière les barreaux, à l'exception du cerveau de l'affaire, Alan Blackthorne. Tout porte à croire qu'il échappera à la justice. Les journaux de San Antonio et d'ailleurs avaient couvert l'affaire et tout le monde en ville en parlait. Mais Blackthorne conservait son sang-froid. Il s'affichait même comme une célébrité dans le meurtre de Sheila Bellush. Quand on a affaire à un type comme ça, on tient absolument à ce qu'il soit jugé coupable et envoyé là où il mérite d'être.
Blackthorne paraît intouchable. Jusqu'à ce qu'une nouvelle loi habilite les procureurs à engager une poursuite fédérale contre lui. Comme le complot a été élaboré au Texas et exécuté en Floride, il s'agit d'un crime fédéral. Le FBI obtient enfin des munitions contre Blackthorne. On allait invoquer deux lois. L'utilisation des voies de communication inter-États dans le but de commettre un crime et la traversée des frontières d'un État pour commettre un acte de violence familiale. Le 5 janvier 2000, les agents du FBI arrêtent Blackthorne au club de golf. L'ironie, c'est qu'on l'a arrêté alors qu'il jouait au golf. Là où il a rencontré Danny Rocha et où ils ont tramé le meurtre. Même derrière les barreaux, Blackthorne semble confiant. Je conduisais Alan Blackthorne au tribunal fédéral. Quand il m'a demandé si j'avais déjà joué au golf dans l'Idaho, je me rappelle avoir trouvé extrêmement bizarre qu'un homme en route pour un procès pour le meurtre de son ex-femme me pose cette question. Le FBI doit encore trouver des preuves tangibles pour soutenir les accusations. Les agents obtiennent un mandat pour fouiller la maison d'Alan Blackthorne et découvrent le poteau rose. On a trouvé un système informatisé permettant de déterminer un itinéraire routier, ainsi qu'une feuille imprimée avec l'adresse à Sarasota, en Floride. Les agents trouvent aussi des photos de Sheila et de ses filles. Mais une photo du tirage manque à l'appel. Celle de la fête d'anniversaire, la même photo que Danny Rocha avait montrée à Gonzalez au début du complot. La photographie allait servir à aider Rocha, Gonzalez et Del Toro à localiser et identifier Sheila Belush. 2 ans et demi après la mort de Sheila Belush, Alan Blackthorne passe en justice devant la Cour fédérale pour avoir organisé le meurtre de Sheila. Il a clamé son innocence tout le long, c'était presque de l'arrogance. L'avocat de Blackthorne prétend qu'il ne savait rien du complot. Que Rocha a décidé de son propre chef de tuer Sheila pour entrer dans les bonnes grâces de Blackthorne en vue de lui soutirer du financement pour l'ouverture d'un bar sportif. Mais le jury n'est pas dupe. Le 6 juillet 2000, Blackthorne a droit à la surprise de sa vie. Alan Blackthorne était un vendeur hors pair. Mais à la barre, il a été incapable de convaincre le jury. Les jurés ont vu derrière son masque et ont rendu un verdict de culpabilité. J'étais très heureux le jour où il a été jugé et condamné. Le même après-midi, dans une salle d'audience de la Floride, Joey Del Toro plaide coupable de meurtre au premier degré. Il accepte ensuite de raconter aux enquêteurs les événements qui ont mené au meurtre. Le 7 novembre 1997 au matin, Del Toro arrive à la maison des Belush après avoir roulé toute la nuit depuis le Texas. I parked and just waited. I saw Sheila leave, and that's when I went inside the house. Sheila a conduit ses 2 filles aînées à l'école, puis est rentrée. I was looking at her for a while to see if she mistreated her kids in any way. I'm going to say something, and that's probably the only thing that I'll say concerning what happened in the house. I was about to leave when she noticed that the door was open. See, I had left the door open to the laundry room that goes into the garage. Like I said, she noticed it. She stood right in front of me. Il a observé Sheila Belush pendant environ 1 heure. Mais dès que leurs regards se sont croisés, il a compris qu'il ne pouvait plus reculer. There was no going back. 7 mois après le verdict,
Alan Blackthorne est condamné à 2 peines concurrentes d'emprisonnement à perpétuité dans un pénitencier fédéral, sans possibilité de libération conditionnelle. Pour ceux qui ont travaillé inlassablement à sa capture, la sentence est juste. Alan Blackthorne n'a fait preuve d'aucun remords, d'aucune tristesse. Il croyait réellement pouvoir échapper à la justice, mais on l'a eu. Mais la condamnation des 4 conspirateurs n'assouvit pas la douleur de la perte de Sheila Belush. Il a tué une femme magnifique, qui aimait ses enfants plus que sa propre vie.